Le Paris-Dakar en deuil. Thierry Sabine, Daniel Balavoine et 3 autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. Pour les journalistes stars de l'époque, comme Yves Mourouzi, difficile de retenir son émotion à l'annonce de cette tragédie. Daniel Balavoine est mort alors qu'il croyait à l'aventure, tout simplement parce que cet hélicoptère portait secours aux autres. Pour des millions de Français, c'est la consternation. Yves Bigot, journaliste radio à l'époque et proche de l'artiste, s'en souvient encore parfaitement. J'étais à Europe 1 quand j'ai appris la mort de Daniel Balavoine. C'est la sidération. On se voyait tout le temps, on était avec lui encore quelques jours auparavant. Il avait plein de projets, il était en plein succès. Il n'avait jamais eu autant de succès qu'à ce moment-là. À seulement 33 ans, en moins de 10 ans de carrière et avec plusieurs tubes à son actif, l'artiste en pleine gloire vient d'être fauché par le destin. Une semaine avant son accident, l'Aziza, la chanson dédiée à sa femme qui a obtenu le prix SOS Racisme, est en passe de devenir numéro 1 au top 50. Il a eu 8 ans de carrière exceptionnelle, mais il était là tout le temps à la télévision. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Daniel Balavoine est mort. Traumatisme, hein. À l'origine de ce drame, un crash d'hélicoptère en pleine nuit au Mali. Alors que Balavoine était sur le célèbre raid pour une mission humanitaire, l'appareil s'écrase à seulement quelques kilomètres de l'organisation du Tour. Pour beaucoup, l'annonce de la disparition tragique du chanteur est vécue comme une déflagration. Pour sa famille avant tout, et l'un de ses grands frères, Guy Balavoine. Je veux dire, c'est le plus gros choc de ma vie. Moi, c'était mon ami, c'était mon petit frère, c'est dur. 36 ans après, ça va. Dans le monde du showbiz aussi, comme pour les artistes Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, ses amis les plus proches, c'est une onde de choc. Évidemment, je suis horriblement triste parce que Daniel, je crois que c'était mon meilleur ami, il n'y a pas d'autre mot. L'histoire la plus importante de sa vie, je crois, elle était malheureusement à vivre encore. C'est-à-dire c'est un type qui avait des projets extrêmement ambitieux. Comme pour les millions de fans à cette époque en France, Daniel Balavoine est le chanteur le plus populaire, le plus aimé de la jeunesse française. Quelques jours après son décès, ils sont des milliers à se recueillir au funérarium du Mont-Valérien à Suresnes pour lui témoigner leur profonde affection. On retrouvait tout en lui, que ce soit dans la chanson ou dans les paroles. Quand on l'interviewait, c'était un tout. C'était un tout. J'aimais bien ses poings serrés. Plus que la perte d'une icône, ces jeunes bouleversés ont l'impression d'avoir perdu l'un des leurs. Je pense que ça a été comme un grand frère pour moi, que j'ai beaucoup écouté. Et quand il est décédé, j'avais vraiment un deuil énorme, comme si je perdais quelqu'un de ma famille. À Biarritz, le 20 janvier, lors de ses funérailles, face aux caméras des journalistes, le cortège de la famille s'avance sans discontinuer dans l'église Sainte-Eugénie. Quelques célébrités aussi. Ses amis France Gall, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, son frère de cœur, Yves Simon. Mais surtout, une foule immense. Plus de 3000 anonymes venus rendre un dernier hommage à celui qu'ils aimaient tant. Ça dit beaucoup sur le rapport qu'avait Daniel avec la population. Beaucoup de gens ont voulu l'accompagner jusqu'au bout. Sa disparition a été ressentie vraiment personnellement par beaucoup de gens qui ont eu l'impression qu'il n'y aurait plus quelqu'un comme lui qui était capable de dire les choses comme eux auraient aimé les dire. Voilà. Celui qui refusait d'être un héros laisse derrière lui toute une génération en deuil. Mais que s'est-il passé la nuit de sa disparition ? Une semaine après l'accident vont naître les polémiques. Sur la responsabilité du pilote d'abord. Qui était réellement aux commandes de l'appareil ? Titre de l'actualité, la polémique sur l'accident du Paris-Dakar. Le père du pilote, François-Xavier Bagnoux, donne sa version de l'accident. S'agit-il donc d'une erreur humaine ? D'une défaillance technique ? Les responsabilités sont-elles à chercher ailleurs ? En France, les rumeurs les plus folles commencent à courir. Qu'est-ce que vous répondez au fait qu'une roquette ait pu atteindre l'hélico ? Alors ça, je crois que là, on est dans la fabulation complète. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un assassinat. Moi, je n'y crois pas une seconde. Et quel serait le mobile ? Qui disent que c'est parce qu'il s'apprêtait à révéler des secrets qu'il aurait entreaperçus quelque part entre Niamey et Bamako. Vous savez, comme pour tous les gens qui disparaissent brutalement, il y a toujours des théories de ce type. Ces rumeurs, toujours d'actualité,
Sont-elles liées au fait que les conclusions de l'enquête menée par les constructeurs de l'hélicoptère et un expert de l'aviation civile n'auraient jamais été rendues publiques? Ou cela tient-il à la personnalité du chanteur? Au début de l'année 1986, lorsqu'il disparaît, Daniel Balavoine incarne déjà le porte-parole de toute une partie de la jeunesse. Aimé pour ses tubes, l'artiste l'est aussi pour sa personnalité. Drôle, critique, provocateur, c'est un homme libre. Le public français ressentait chez Daniel Balavoine son authenticité et sa profonde sincérité, son engagement dans ce qu'il chantait. On est dans une période où la génération Balavoine, si j'ose dire, c'est-à-dire les gens des années 50, ils ont envie de prendre la parole. Ils ont envie que le monde leur appartienne un peu plus. Cette opportunité de dénoncer la réalité de la jeunesse française, Balavoine va la trouver à une heure de grande écoute sur le journal télévisé d'Antenne 2, le 19 mars 1980, face à celui qui n'est encore que le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Ces images, nous les connaissons tous. Mais ce soir, grâce au témoignage de Jacques Attali, ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, et du journaliste d'Antenne 2 Claude Sérillon, chroniqueur sur le plateau, nous allons vous révéler les coulisses de cette séquence d'anthologie de la télévision française. Dans l'opposition depuis 23 ans, Mitterrand prépare son long retour vers le pouvoir. Avec 46% dans les sondages, le futur candidat à la présidentielle est encore très mal placé. Il va falloir changer la donne. Ce débat, c'est Jacques Attali qui l'organise. J'étais très proche de Coluche, Michel Berger et France Gall. C'était un petit groupe d'amis intimes. Et c'est eux qui m'ont parlé de Daniel Balavoine en disant qu'il ferait ça très bien. Donc j'ai rencontré Daniel, que j'ai trouvé à la fois très sympathique et très désireux de le faire. Je me souviens quand il m'a appelé, il m'a dit, tu te rends compte? J'ai dit, écoute, t'as envie d'y aller? Oui, j'ai la trouille, tant pis, vas-y. Mais oui, il avait la trouille, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il avait quel âge? Je ne sais plus. À seulement 28 ans, pour l'équipe de François Mitterrand, Balavoine incarne à la perfection une certaine partie de la jeunesse. Au début des années 80, dans un univers télévisuel très cloisonné, ce type de débat est inédit. On mélangeait des invités, je dirais, politiques ou économiques, avec des vedettes. Un ancien PDG de la 2 parlait de la dramaturgie de l'information. Et c'était un peu ça aussi qu'on faisait. Hein. Ce qu'on attend, c'est tout ce qui pouvait mettre François Mitterrand en situation d'apparaître comme celui qui écoute les jeunes. Et donc, voilà, j'ai dit à Daniel, fais ce que tu veux, hein, tu poses des questions. Et c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Alors, je ne voudrais pas que notre entretien s'achève là. Il est 13h27 déjà, monsieur Mitterrand. Oui. Nous allons jusqu'à 13h34 et nous avons encore à parler. Patrick Lecoq, journaliste, tente d'interrompre Mitterrand. Parler avec Daniel Balavoine. Mitterrand imposait une sorte de distance. Bon, le journal se déroule, chacun fait sa rubrique, y compris moi. Balavoine commence à s'impatienter. Faut le temps passer. Le journal se termine 5 minutes après, mais il y a encore la page sport. Rien que ça, voilà, il n'était pas content d'être venu pour faire valoir aux potiches. Je voyais qu'il commençait à bouillir. Et puis tout d'un coup, dans le ronron de ce journal, où Mitterrand parlait, prenait son temps, on n'osait pas trop l'interrompre, tout d'un coup, il éclate. Si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Monsieur Mitterrand souhaitait votre présence. J'ai vu ça en direct. J'étais médusé. Et je pense que la France entière était médusée. J'étais sidéré de ce que ça représentait comme, justement, comme transgression. Rappelé par Mitterrand, Balavoine revient finalement sur le plateau. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir, ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. Il m'aurait intéressé, c'est de savoir à qui les travailleurs immigrés payent les loyers qu'ils payent. On a vu tout à l'heure des gens qui disaient on paye 700 francs par mois. Moi, je voudrais savoir qui encaisse de l'argent pour louer des poubelles pareilles. C'est ça que je... Balavoine va même jusqu'à donner un avertissement au candidat du PS. C'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Et moi, je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Il va carboniser Mitterrand, mais puis ça dure, ça s'arrête jamais. Et c'est dans le JT.
C'est pas dans un talk-show, il n'est pas chez Ardisson, il n'est pas chez Ruquier. Non, c'est dans un JT. Mais c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les émissions à buzz, on n'est pas en 2022, quoi. Maintenant, ça paraît d'une banalité affligeante. Mais pour nous, c'était un moment de télévision qu'on n'avait jamais vu. Dans un paysage médiatique verrouillé et bien pensant, Balavoine fait exploser les codes télévisuels de l'époque. L'information de manière générale était quand même assez solennelle et révérencieuse à l'égard des pouvoirs. Et c'est une des premières fois où quelqu'un de jeune casse le discours. Et moi, je n'ai pas été surprise qu'il arrive à sortir, boum, à partir du moment où il était habité par la puissance de ses convictions, il ne pouvait que les partager, les dire. Le face-à-face avec Mitterrand, pour nous, promotionnellement, c'était formidable. Sauf que quand on a vu l'émission et qu'on a vu comment ça s'était passé, on s'est dit, allez, ça y est, c'est terminé, Balavoine, il retourne dans l'anonymat. François Mitterrand, alors qu'il s'attendait à avoir quelqu'un qui lui serve la soupe, qui lui passe les plats, qui lui permette de briller, il a très très bien pris, il n'a pas considéré que c'était un piège, ni de ma part évidemment, ni de la part de personne. Et au fond, ça bénéficie aux deux. De simple chanteur, l'artiste est catapulté par les journalistes porte-parole de la jeunesse française. Et oui, d'une certaine façon, il était, car j'étais encore jeune à l'époque, notre porte-parole, ou en tous les cas, il disait ce que nous pensions, et c'est lui qui le disait le plus fort en France à cette époque-là. Cette époque, c'est celle de la fin des années 70. Dans le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, le second choc pétrolier met un terme à la légèreté des 30 Glorieuses et aux années de plein emploi. La crise économique s'aggrave, l'inflation est à la hausse, sur 1,5 million de chômeurs, 530 000 Français de moins de 25 ans n'ont pas de travail. Désabusée, une partie de la jeunesse se désengage. Celle qui rigole des aspirations de 68 et ne croit plus vraiment en l'avenir va se reconnaître dans cet artiste qui crie son désarroi.